reçu les images. Donc, de quoi ils ont besoin? De délimitation des zones touchées, de caractériser l'intensité des phénomènes. Très souvent, ils demandent voilà, une gradation de serait-ce qu'en trois niveaux. Hein. Pas touché, moyennement touché, gravement touché. Pareil pour l'évaluation des dégâts. Et assez souvent, des cartographies spécifiques de praticabilité des réseaux, rassemblement de population, etc. Donc là, sur cette image, je vous montre une image du 14 janvier 2010 qui avait été acquise par un satellite américain à 50 cm de résolution et qui montre un rassemblement spontané de population, comme il y en a eu énormément dans Port-au-Prince. Donc les gens qui se mettaient à l'abri dans un stade, donc un endroit très plat, très sûr, où il risquait pas trop d'y avoir de dégâts suite à des répliques. Et c'est dans ces endroits-là que les sécurités civiles, les ONG se rendaient pour aller apporter tous les soins, de l'eau potable, installer la nourriture, etc. Et donc, dans le cadre de la charte, de même que ça a été fait dans d'autres cadres par les Nations Unies, dans ce cas de très très important séisme, il nous avait été demandé par la sécurité civile française, allemande et puis canadienne aussi, de recenser tous les 2-3 jours le nombre et l'évolution et le positionnement précis des camps. On est parti, le premier jour, il y avait à peu près 65 camps de personnes comme ça déplacées. On a terminé à plus de 400 camps, chacun devant être pris en charge, géré, etc. Et oui, j'ai rajouté juste ce petit encart parce que quand on travaille avec les protections civiles, ce sont vraiment des vrais opérationnels. Ils nous disent souvent, nous, on est dans la vraie vie, on va vite, il faut qu'on ait confiance dans les informations qui arrivent de vos systèmes. Et en même temps, ils ont souvent besoin de production, finalement, pas tellement de produits sur étagère. Il faut qu'on puisse s'adapter à leurs vrais besoins, à la situation sur le terrain. Vous verrez des exemples juste un petit peu après. Et ça, donc, c'est la cellule de crise du COGIC. Et tous ces éléments qu'on fournit, ils rentrent d'abord dans leur outil d'aide à la décision, qui est un système décisionnel très, très sophistiqué, qui est basé sur un système d'information géographique, mais dans lequel il y a de la modélisation, des modèles venant de Météo France, justement, du Chapi ou autre. Il y a des données qui remontent, des données GNSS de leur position des troupes sur le terrain. Il y a des données géographiques de référence, etc. Et nos données, qui arrivent là de la charte ou d'ailleurs, ne sont que une donnée d'entrée qui elle-même est retravaillée et qu'ils ingèrent dans leur système métier. Et c'est parfait, et c'est exactement à ça que ça doit servir. Ensuite, bien sûr, les équipes sur le terrain, lorsqu'on arrive à fournir des données suffisamment rapidement, partent parfois avec déjà imprimé les cartes en A0 sous le bras, et ça sert, il n'y a pas que la version numérique de ce qu'on fait qui sert, hein. Une bonne carte papier où on peut dessiner dessus est toujours utile, hein, même en 2017. Et puis, alors, lors d'événements de très grande ampleur, ça a été le cas pour le tremblement de terre à Haïti, Fukushima, etc., ces informations, lorsque donc le ministère de l'Intérieur le juge utile, elles sont partagées avec le ministère des Affaires étrangères, avec Matignon, voire l'Élysée, pour prendre des décisions sur des envois de moyens, de troupes, etc. Alors là, maintenant, je vais vous montrer quelques exemples concrets. Donc, je n'ai pas remis l'exemple sur Haïti, le tremblement de terre, on l'a beaucoup vu, puis Éric Callet l'a évoqué. Mais malheureusement pour Haïti, on va dire, je suis restée sur Haïti parce que Haïti est très fréquemment sujet à des très grosses catastrophes. Donc là, on reparle là aussi de l'ouragan Sandy, qui n'a pas simplement touché New York, mais qui, avant de toucher le nord, a touché fortement Haïti. Donc là, c'est la rivière Grise à Port-au-Prince. Ça, c'est donc une image de juillet 2012. Et là, c'est l'image de la rivière Grise après le passage de Sandy. Donc, il y a eu tout un tas de produits réalisés, exhaustifs. Mais ça, c'est juste un exemple qui vous montre donc déjà le repérage de tous les bâtiments qui ont été emportés. Alors, c'était des habitats souvent assez précaires, installés dans le lit mineur de la rivière, qui ont été emportés. Des routes entières ont été emportées, des ponts. Et la rivière a carrément changé de lit. Voilà, donc ça a permis à une ONG et à l'IOM, International Office of Migration, avec qui on travaillait, d'avoir cette cartographie très exhaustive des zones touchées.
Et puis en 2016, il y a eu donc le cyclone Mathieu qui a fait d'énormes dégâts. Là, plus pour le coup sur la côte, sur la péninsule sud-ouest d'Haïti. Donc ici, vous voyez la ville des Cayes, 3 jours après le passage de Mathieu. Donc ça, c'était une image avant le passage du cyclone, une image donc après, et l'interprétation qui a été faite de tous les bâtiments détruits avec les informations nécessaires aux équipes pour les hôpitaux, enfin, ou plutôt les centres, les dispensaires, les centres de santé. Et tout ça a été utilisé par les équipes, notamment le SDIS du Var en France, qui a été envoyé là-bas et qui nous a demandé de réaliser, donc ça c'est un produit qui a été réalisé en 4 heures de temps, un produit qui montrait à la fois tout le réseau hydrographique, tous les points d'eau, puisque les Français sont très souvent en charge, dans ces cas-là, de la production et de l'acheminement en eau potable. Donc voilà, le réseau routier, et sur la route, sur les routes, lorsqu'il y avait des obstacles sur les routes, vous voyez des petits triangles rouges qui montrent que à ces endroits-là, il est impossible de passer, donc afin que la distribution en eau potable soit réalisable. Et puis Haïti, ce n'est pas fini. Encore en avril de cette année, il y a eu à nouveau des inondations, à nouveau sur la même zone sud-ouest. Et là, donc, on a des produits réalisés. Ce premier produit à partir d'images radar uniquement, qui montrait donc les zones anneaux à 2 dates. Et là, un produit plus précis, parce que réalisé avec une image optique quelques jours après, une fois qu'on n'avait plus de nuages, sur une ville qui montre les zones qui sont encore complètement inondées dans cette ville. Voilà. Donc la charte, c'est un projet extrêmement opérationnel. Il y a des procédures, il y a des façons extrêmement définies d'agir. Et très clairement, il n'y a pas d'implication directe des scientifiques dans le déroulement du processus charte. Par contre, ces jeux de données et ces situations sont une source de données et puis de problématiques recherche incroyables. Et donc, chaque agence spatiale, en fait, ou la plupart des agences spatiales qui investissent dans la charte, ont aussi des liens étroits avec leur communauté scientifique. Et par exemple, nous, au CNES, on avait créé la SIEST, cellule d'intervention et d'expertise scientifique et technique, dès 2002, je crois, avec le BRGM, avec le CNRS, l'ENS, l'IPGP, pour que les scientifiques puissent se saisir des données charte afin de réaliser des projets de recherche en lien avec la situation. Il y a aussi beaucoup d'activités plus sur l'aspect de traitement d'images, extraction d'informations qui sont menées, puisque c'est extrêmement complexe d'analyser des jeux de données aussi variés. Et donc là, je vous montre juste un des exemples où la sieste a été particulièrement percutante. C'était le tremblement de terre de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Et le BRGM a pu réaliser donc un interférogramme pulsar, comme nous l'a expliqué Eric Calais, et en mesurant donc des déplacements qui allaient jusqu'à 40 cm en direction donc, de visée du satellite. Donc ça, ici, c'est l'interférogramme qui ensuite a été transmis à l'équipe au laboratoire de géologie de l'ENS qui a estimé les paramètres de la faille avec des simulations. Et la simulation qui collait le mieux et qui s'est révélée être, après échange avec les scientifiques de Nouvelle-Zélande, très pertinente, montrait que c'était une faille qui n'était pas très très connue, qui avait été découverte en fait à peine quelques semaines avant lors d'un précédent tremblement de terre juste à côté. Et finalement, ce tremblement de terre-là n'était qu'une réplique du premier tremblement de terre de quelques semaines précédentes, mais par contre, il a été absolument meurtrier, même si beaucoup moins fort que le tremblement de terre initial, parce que situé sous la ville de Christchurch et plus près de la surface. Voilà. Ensuite, donc, la charte n'est pas seule. Elle a donné naissance à plusieurs projets, dont Sentinel Asia. Donc ça, Sentinel Asia, c'est une réunion d'une collaboration entre les agences spatiales d'Asie-Pacifique et des services de gestion des catastrophes qui, en quelque sorte, ont une petite charte à leur niveau pour des situations pas trop catastrophiques et qui, ils appellent ça escalade à la charte, enfin, ont recours à la charte si la catastrophe est de très grande ampleur.
Donc voilà. Et l'autre projet très important avec lequel maintenant il faut vraiment compter et qui réalise des services de très grande qualité, c'est le projet Copernicus dans sa déclinaison Emergency Management Service, qui a un des services, ça s'appelle Rapid Mapping Service, qui vraiment fait exactement comme la charte, hein, qui d'ailleurs a des visées, enfin, travaille sur l'ensemble du monde. Donc il y a un accord avec la charte pour essayer de bien se coordonner, de ne pas faire deux fois les mêmes sujets. C'est pas encore complètement rentré dans l'opérationnel, mais on y travaille. Mais c'est sûr que c'est un peu flou parfois pour certains utilisateurs. Et pour terminer, donc, quelles sont les questions actuelles, les enjeux auxquels la charte est confrontée? Il y a un nombre de candidatures qui augmente. Hein. Il y a de plus en plus, tous les nouveaux entrants veulent rentrer dans la charte. C'est vraiment un endroit quelque part où il faut être. Et du coup, le fonctionnement, la gouvernance ne seront pas du tout pareils à 16, 17, 18, 20, alors comme ça l'était à 7, 8, 9, y compris sur le plan opérationnel, hein, du partage des tâches. Donc il va sûrement falloir réfléchir à un nouveau modèle de fonctionnement. L'accès universel, on y tient absolument et il n'y a aucun doute sur le fait que c'est excellent et qu'il faut continuer. Mais là aussi, il faudrait qu'on arrive à doter les pays qui ont cet accès universel pour fournir des project managers, par exemple, pour être capables eux-mêmes d'être aux manettes d'une activation et même, si possible, réaliser des produits à valeur ajoutée sur leur propre zone. Peut-être des produits d'abord un peu simples, mais voilà. Et donc, on voit ça comme une façon de faire du capacity building vers ces pays. Après, donc, il y a tout ce qui est évolution des types de produits. Voilà. Et donc, il y a un plan stratégique charte qui est en cours d'élaboration et où on va réfléchir à tout ça. Et ma slide de conclusion, c'est que l'observation de la Terre pour les questions de l'urgence, elle est là, elle est opérationnelle, elle est améliorable, mais par contre, on a beaucoup de travail à faire pour rendre cet outil effectif, efficace sur tout le reste du cycle de la crise, et notamment, sur le post-Matthew, dans un cadre donc CEOS, Committee of Earth Observation Satellites, il y a tout un ensemble d'agences spatiales qui travaillent concrètement pour participer au relèvement des capacités sur la zone touchée par Matthew, en adressant toutes ces problématiques que vous voyez là, pour essayer d'aller plus loin que simplement la réponse à la crise.